Chers militants et chères militantes, vous savez que j'aimerais être avec vous physiquement. Mais je suis en train d'essayer de faire rayonner le Québec de mon mieux à l'étranger, plus particulièrement au Forum d'Avignon organisé par la République française. Mais soyez assurés que je suis avec vous en pensée et affectueusement. Voici ce que je voudrais vous dire, et ça ne vous surprendra pas que cela concerne l'idéal de notre vie citoyenne, l'indépendance nationale, des choses que vous savez, mais que j'aimerais vous aider à approfondir. On a toujours intérêt, pour bien expliquer à nos compatriotes qui ne seraient pas encore convaincus, d'aller au fond des choses. Et pour aller au fond des choses, le devoir d'un indépendantiste, c'est de connaître parfaitement son dossier. On ne peut pas être spécialiste en tout, mais il nous reste encore du travail à faire pour convaincre. Comme disait René Lévesque, sortir, parler, convaincre. Et pour convaincre, il faut avoir toute l'argumentation possible et être profondément convaincu soi-même. Ce que je veux vous dire d'abord, c'est que nous avons, nous les Québécois et les Québécoises aujourd'hui, des raisons de faire l'indépendance le plus vite possible que René Lévesque lui-même n'avait pas. Il y avait toutes les raisons éternelles qui sont toujours aussi vraies aujourd'hui qu'il l'était il y a plusieurs siècles, qu'il l'était il y a quelques années pour le Monténégro ou il y a plusieurs siècles pour les États-Unis. Les nations doivent être libres pour des questions de dignité, pour des questions d'identité, et plus personne ne doute, évidemment, ce serait ridicule de penser le contraire, que le Québec n'est pas une nation, sauf, et ça fait partie du problème, 80% de la population du Canada, qui nie encore le fait que le Québec est une nation. C'est un des facteurs qui rend la chose plus nécessaire et plus urgente encore. Donc, toutes les raisons qu'avait l'évêque, la dignité, l'intérêt national, toutes les raisons que l'évêque avait compris qu'une nation qui peut être libre doit l'être, elles sont toujours aussi vives. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des raisons supplémentaires. Des raisons qui font que la chose est plus urgente et que ce n'est pas le temps de ralentir, c'est le temps d'accélérer le pas. Et de ce point de vue, j'ai confiance aux militants et aux militantes du Parti québécois et à la direction du Parti québécois, qui a encore des mois de réflexion à faire avant son congrès, d'assumer cette urgence, de la faire sentir et d'organiser son action en conséquence. Alors, d'où vient-elle largement cette urgence? Premièrement, quand l'évêque a commencé à s'intéresser à l'indépendance, les Québécois formaient 30% de la population du Canada. Aujourd'hui, nous sommes 20 ou à peu près. Pouvons-nous penser un instant que nous obtiendrons à 20 ce qui nous fut refusé à 30? Pouvons-nous penser un instant que quand l'Ontario aura plus de députés qu'elle n'en a présentement, ainsi que l'Ouest, on sera en mesure de mieux servir nos intérêts dans le gouvernement d'une nation où on envoie 50% de nos impôts et taxes, tout en ayant de moins en moins de pouvoir? Alors, première raison d'urgence, le Canada élide peu à peu l'importance du Québec. Nos ancêtres ont même rêvé de messianisme et de dominer le Canada avec leur démographie galopante d'autrefois. Je me souviens, moi, d'avoir entendu des vieux prêtres au Collège de Joliette me dire « On commence par les Laurentides, après ça l'Abitibi, après ça le nord de l'Ontario, les territoires nord-ouest. » Ça s'appelait le messianisme. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, c'est terminé, c'est derrière nous. Et ce qui n'a plus aucun sens et qui est terminé et derrière nous également, c'est que le Canada va nous faire des concessions. Il ne nous en a guère fait à l'époque, et dans les circonstances présentes, il nous en fera moins encore. Alors ça, il me semble que c'est clair, notre influence dans le Canada ne peut que décroître. Deuxième raison d'urgence, et je l'aborde en toute franchise et avec délicatesse. Nous allons recevoir 55 000 immigrants par année, c'est déjà en cours. Remarquez que nous en avons besoin pour des raisons économiques, on manque de main-d'œuvre, vieillissement de la population, et pour des raisons aussi
humaine et fraternelle. Et pas juste dans la tragédie d'Haïti, et c'est pas une mauvaise chose. La nation québécoise est une nation et non pas une race. Et elle a été métissée dès l'origine. Avec les Amérindiens, on dit que près de la moitié des Québécois ont des racines amérindiennes, ou avec les Irlandais, on a un quart de nos compatriotes qui ont des racines irlandaises, dont plusieurs premiers ministres, comme vous le savez. D'ailleurs, c'est un des mystères de ma vie. L'Irlande est indépendante. Puis le Québec, avec autant d'Irlandais, le premier ministre ne l'est pas, mais en tout cas, le Québec n'est pas une race, c'est une nation, et cela va continuer en ce sens. Cependant, et je le dis en tout respect parce que je ne les blâme nullement, j'ai passé une partie de ma vie à essayer de convaincre les Québécois issus de l'immigration à se battre avec nous pour l'indépendance nationale. J'ai eu des succès fabuleux. Des gens qui illustrent notre vie publique aujourd'hui dans la bataille pour l'indépendance, qui ont eu aucunement des ancêtres à l'île d'Orléans ou qui viennent du Cameroun ou du Liban. Cependant, malgré ce succès, c'est toujours resté relativement marginal. Vous voyez les sondages, là? En général, 90% de ceux qu'on appelle les anglo-allo, les allo étant composés surtout de Québécois issus de l'immigration, votent pour le Parti libéral ou sont contre l'indépendance du Québec. On a perdu par 50 000 voix ou à peu près quand on s'est fait voler en 95. Et là, dans 10 ans, il y aura 500 000 nouveaux Québécois. Et encore une fois, c'est pas eux que je blâme. Le Canada les empêche de s'intégrer. Le Canada, par sa constitution qui nous a été imposée, est bilingue et multiculturel. Alors, ce qui veut dire qu'un immigrant de Rawalpindi qui arrive à Montréal et qui parle anglais, il est tout à fait conforme à la Constitution du Canada. Il y a 2 langues officielles. Et puis, en plus, parce que la Constitution s'applique au Québec même si on ne le veut pas, et en plus, la Constitution dit multiculturel. Ce qui est une erreur grossière, d'ailleurs. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a mis le multiculturalisme dans sa Constitution. Le Canada l'a fait à cause de l'arrière-pensée de Trudeau de défaire peu à peu la nation québécoise. Les pays qui ont pratiqué le multiculturalisme sans l'avoir dans leur Constitution s'en repentent aujourd'hui presque tous. L'Angleterre est en repentance. La France essaie de renouer avec ses racines républicaines. L'Allemagne, Angela Merkel, il y a quelques semaines, a fait une sortie pour dénoncer cette absurdité multiculturelle, parce que le multiculturalisme nuit d'abord, comme l'a bien expliqué un intellectuel québécois qui s'appelle Neil Bissuntat, nuit d'abord aux immigrants eux-mêmes, parce que ça favorise les ghettos, le communautarisme, la non-intégration. Quoi qu'il en soit, ce contingent de 55 000 nouveaux arrivants par année rend l'indépendance plus urgente et plus nécessaire que jamais. Quand ils viendront dans un Québec souverain, ces questions que je viens de poser ne se poseront plus. Ils seront québécois, ils ne chercheront pas le multiculturalisme, nous pratiquerons la convergence culturelle et ils ne chercheront pas à aller à l'école anglaise non plus parce que ça sera clair et net. Ils seront comme vous et moi, Québécois et Québécoises. Mais le temps presse. La Catalogne, les Catalans, c'est un peuple d'une résilience extrême, d'un dynamisme économique, culturel. La Catalogne aurait des problèmes à faire son indépendance parce que près d'un habitant sur 2 en Catalogne n'a pas de racines dans ce territoire. Alors, raison donc de plus pour accélérer. Autre raison, un phénomène mondial qui a des avantages, qui a des inconvénients, qu'il faut surveiller de près et qui s'appelle la mondialisation. La mondialisation fait que plusieurs gens qui étaient dans l'extrême pauvreté naguère, aujourd'hui ont des niveaux de vie qui commencent à se rapprocher aux nôtres. Quelques milliards d'êtres humains sont sortis de la pauvreté avec la mondialisation. C'est donc extrêmement positif, mais en même temps, il y a des problèmes liés à la mondialisation. Le commerce peut ne pas être loyal. Il peut y avoir une concurrence déloyale et inhumaine parce que les conditions de travail dans des pays qui nous exportent des biens ne sont pas convenables.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la mondialisation soit le plus juste possible, le plus équitable possible? La réguler à travers des institutions internationales. Alors, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, oui, dans l'ordre matériel, l'ONU, dans l'ordre plus universel. Or, pour que des institutions internationales soient efficaces, il faut des nations, par définition. Dans le mot international, il y a le mot nation. Or, notre nation, qui est une des dernières à ne pas être indépendante alors qu'elle le peut, n'est pas assise à la table des nations. On est assis entre l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse au Conseil de la Fédération. En plus du mal que ça fait à notre dignité, ça nous empêche de contribuer de façon positive au concert des nations. Il n'est pas dit qu'on ne serait pas un jour au Conseil de sécurité, d'ailleurs. On a un comportement international déjà, sans être indépendant, plus louable que bien d'autres. On est ouvert, on a des travailleurs humanitaires partout dans le monde. Le Québec s'est toujours rangé pour les causes les plus humaines, les plus positives. Oui, mais on a le devoir de le faire aux bons endroits. Là, il y a des décisions qui sont prises dans des instances internationales, comme celle que je viens de mentionner, qui nous touchent directement, mais qui ne sont pas prises à Québec, ni à Ottawa même, mais prises dans des instances internationales où Ottawa parle en notre nom. C'est extrêmement périlleux. Périlleux en termes matériels. Une réunion de l'OMC où il y a un arbitrage à faire entre l'automobile et l'aéronautique, de quel côté pensez-vous que le Canada, parce qu'il est une démocratie, va pencher? Il va pencher du côté des intérêts majoritaires. Il y a 12 millions d'Ontariens, il ne faut jamais oublier ça. On a eu un exemple dramatique à Copenhague. Le Québec, en matière d'environnement, est un des premiers de la classe. Le Canada est un des cancres, et ça commence à pas être drôle, là, ce qui s'écrit dans les journaux au sujet du Canada en matière d'environnement. Et c'est le cancre qui a parlé au nom du premier de la classe. Alors ça, René Lévesque n'avait pas ces raisons-là. Ils auraient compris rapidement parce qu'il était d'une intelligence extrême. Mais là, nous, on a toutes les raisons de René Lévesque, on a toutes ces nouvelles raisons. Alors, en avant, cap sur l'indépendance et le plus rapidement possible, sans être intempestif, ni trop impatient. On peut l'être un peu, Jacques Parizeau l'a été, et je me permets de l'être aussi, parce que j'ai les mêmes convictions que lui. Le destin de notre peuple, c'est l'indépendance. J'y crois profondément. Ensemble et en toute solidarité, nous pouvons y arriver dans un délai respectable, le plus rapidement possible. Alors, bonne rencontre, bonne séance, et toute ma solidarité.